Allô, bonjour, bonsoir tout le monde. Je crois que c'est le soir pour tout le monde à travers le pays, ouais. En Colombie-Britannique, c'est quoi? 16 heures, c'est 16 heures. Donc, c'est le soir pour tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre cercle de partage avec les francophones noirs. Je m'appelle Choco Denibo, je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Euh, Je suis tellement content d'être en mesure de vous offrir cet événement parce que c'est une conversation qu'on a commencé, que j'ai commencé avec mes cercles d'amis et j'avais vraiment envie de l'ouvrir et le partager ouvertement avec l'ensemble du pays, spécialement avec mes deux communautés principaux, la communauté francophone puis la communauté noire. Donc, le présent événement est un cercle de partage avec les Canadiens francophones et noirs qui vise à entamer une discussion sur l'identité franco-noire et les expériences vécues étant que minorité raciale parmi une minorité sociolinguistique ou même une minorité sociolinguistique parmi une minorité raciale. En effet, juste pour donner un contexte à tout ça, par la suite de la mort de George Floyd et les manifestations pour la vie des Noirs, Black Lives Matter, nous avons commencé les discussions importantes au Canada par rapport au racisme anti-noir. Je trouve ça un peu fou qu'on avait besoin d'attendre la mort de quelqu'un aux États-Unis pour reconnaître le racisme au sein de notre propre pays, mais ça, c'est notre discussion. Cependant, la plupart de ces discussions qu'on a commencé d'avoir et qu'on a commencé d'entamer, c'est passé uniquement en anglais et les francophones noirs ont rapidement remarqué une différence de perspective dans les espaces ou dans le milieu francophone. Donc, on aimerait en parler. Qu'est-ce que ça veut dire d'être francophone et noir au Canada aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut voir étant que francophone et étant que noir dans nos deux communautés? Puis, qu'est-ce qui nous rend fiers? Qu'est-ce que Alèche veut dire dans nos contextes uniques? J'espère qu'en amplifiant les voix des oratrices et des orateurs du cercle, nous espérons que les témoins qui est vous, les gens qui assistent à cet événement-là, les témoins, pourront transmettre le message que vous allez apprendre à vos entourages dans les espaces noirs, anglophones et francophones afin de créer des dialogues et afin de vraiment augmenter la diversité des perspectives. Donc, me voilà. Comme je vous ai dit, je m'appelle Choco Denibo, j'ai les pronoms il et lui. Je suis franco-albertain, je m'identifie fièrement comme franco-albertain. Je suis originaire de Calgary. Les gens me disent souvent que j'ai un accent cowboy, donc je comprends. Si tu peux m'imaginer avec un chapeau. Quand j'étais à Montréal, j'ai souvent porté un chapeau à tous mes cours. J'étais tellement exotique là. Mais c'est vrai. Je suis directeur, je suis responsable supérieur d'allocation des services à l'ancêtre chez Fusion Ancestral Services. Donc, ça veut dire que je suis un des 4 directeurs pour l'entreprise sociale. Fusion Ancestral Services est basé à Calgary, mais on est compagnie à travers le Canada. Et nous offrons comme des services professionnels qui avancent l'équité, la justice, qui avance l'équité et la justice climatique dans l'optique de responsabilité envers ou étant qu'ancêtre. En effet, le nom de notre organisation vient du fait qu'on reconnaît que nous sommes les ancêtres de la génération future ou de la prochaine génération. Donc, mais aussi on reconnaît le fait que nous sommes le futur de nos ancêtres aussi. Et donc, on essaie de toujours garder ça en tête et on veut être de bons ancêtres. Et on reconnaît le fait que pour avoir un meilleur monde, pour la génération future, il faut qu'on améliore l'environnement, le climat, tout ça, mais aussi il faut qu'on améliore nos sociétés. Il faut qu'on reconnaisse les injustices sociales qui existent au sein de nos communautés, puis faire de notre mieux afin de les réparer pour que la prochaine génération ait une meilleure vie que nous et qu'on continue le lignage de nos ancêtres. Donc, depuis notre lancement en avril 2020, c'est quand même fou à quel point on est jeune comme entreprise.
Nous avons rassemblé une communauté de plus de 80 clients. Nous avons levé plus de 20 millions de fonds en dons provenant du public pour être investis dans les personnes noires, autochtones, racialisées, LGBTQ, handicapées, en général marginalisées. Ceci afin d'avancer nos objectifs communs d'équité et de justice climatique. Donc, vraiment, ça c'est notre but en organisation. Je suis également doctorant à l'Université d'Ottawa en géographie médicale. Donc, ma recherche vise à regarder comment les maladies se propagent au niveau sociopolitique. Donc, au lieu de regarder seulement le côté biomédical qui est comme, si on est tenu et il y a comme 10 personnes dans un rayon de 2 mètres, ils vont attraper la même grippe que moi ou quelque chose. On essaie de regarder pourquoi les communautés noires sont plus susceptibles à quelques maladies que d'autres communautés dans les mêmes circonstances. On essaie de regarder pourquoi les communautés francophones sont plus susceptibles aux impacts de quelques maladies que d'autres. Vraiment, comme on essaie de regarder comment les structures de notre société impactent la propagation d'un virus. Donc, vraiment, c'est ça à ma recherche. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui est très impliqué au sein des communautés, au sein de l'idée d'être un bon ancêtre, au sein d'assurer bien que la planète soit encore meilleure pour la prochaine génération. Donc, c'est un peu moi. Et bienvenue à cet événement. Je me donne la parole à Andréane, qui est un bénévole de Perversity pour expliquer un peu à Perversity leur histoire et le mois d'événements qu'on fait partie. Donc, à toi, Andréane. Oui, bonjour tout le monde. Merci Chuck beaucoup d'offrir cet événement en fait. Moi, j'étais juste là ici ce soir en fait pour présenter un peu Perversité. C'est le festival dans le cadre duquel cet événement a lieu. Perversité, en fait, ça a été créé un peu pour l'envers de la fierté de Montréal. Donc, ça a lieu à chaque année au mois d'août, toujours vers la fin août. C'est un festival où on met de l'avant les personnes LGBT, 2SQ. Puis cette année, on avait vraiment un désir de mettre de l'avant les personnes BIPOC. Donc voilà, on essayait de façon transparente de privilégier ces événements-là dans les soumissions. Parce que, bien évidemment, ces personnes-là ont été au cœur des luttes LGBTQ+, depuis toujours, puis ont toujours été effacées au sein de ces communautés-là. Donc, on essaie le plus possible de leur redonner cette place-là qui leur est due et à qui on leur doit énormément au mouvement. Donc, puis c'est ça, c'est vraiment un festival qui est créé de façon collaborative où il y a un peu un anti-corporate. Donc, c'est vraiment fait sur une base volontaire, collaborative et tout. Mais évidemment, là, cette année, on a un fund, excusez-moi, j'ai pas le mot en français, là, mais une campagne de financement pour le festival. Donc, tous les événements, si les gens apprécient et peuvent se le permettre, peuvent donner un montant et ensuite on va distribuer cet argent-là équitablement envers les organisateuristes BIPOC et les personnes du collectif aussi. Donc, si jamais vous pouvez vous le permettre, sentez-vous à l'aise de donner. Sinon, vous pouvez aussi évidemment partager avec des personnes que vous pensez qui peuvent se le permettre. Ça va vraiment aider justement aux artistes puis aux personnes comme Chuck qui organisent ce genre d'événement-là à avoir une juste rétribution pour tout leur bon travail. Donc, c'est ça en gros. Qu'est-ce qu'on fait? Cette année, c'est sûr que ça se fait vraiment plus virtuellement. On s'est adapté. On tenait quand même à ce que le festival ait lieu. On a quand même quelques événements. Là, justement, je vais aller continuer à aider. On a une projection présentement à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du festival. Ça se termine avec cet événement-ci, puis une projection extérieure à Montréal ou Notre-Dame-des-Quais. Puis c'est ça, c'était vraiment une belle édition. Puis je vous remercie encore
d'offrir cet événement puis de votre participation. Puis j'espère que vous allez passer une belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andréane. Si vous pouvez partager le lien pour le GoFundMe dans le chat box, ça serait sympa pour les gens qui assistent. J'ai comme un petit bug avec le Zoom, puis ça l'a comme réduit. Je vais essayer de trouver une façon, je vais faire ça, puis après, je vais quitter. Merci beaucoup. Parfait. Donc, ouais, ça c'est un peu une description des deux organisations qui ont fait des partenariats pour organiser cet événement. Donc, avant de commencer cet événement, j'aimerais vous donner un peu les règles de cet événement. Et je ne vais pas utiliser le mot règles, mais vraiment comme c'est une manière de comportement juste pour s'assurer que cet événement se déroule de manière respectueuse envers les oratrices et les orateurs, juste pour s'assurer le soutien émotionnel de tout le monde, pour s'assurer que ça soit un espace sûr, un espace sain. Donc, on va ouvrir le cercle et les gens qui font partie du cercle, on a moi qui est l'hôte du cercle et c'est mon rôle vraiment de faciliter ce processus-là, de faciliter la discussion et d'assurer que le décorum soit respecté. On a 3 oratrices et un orateur. Donc, les oratrices et les orateurs du cercle partagent l'expérience vécue, les points de vue, les voix et c'est de elles et d'eux que vous, comme témoin, vous allez apprendre. Et c'est à travers ce processus et cet espace que nous aimerions que les oratrices et l'orateur du cercle vivent un sentiment de connexion, de validation, de fierté et d'espoir. On veut vraiment que ça soit un espace qui laisse les oratrices et l'orateur vraiment s'exprimer sans barrière. Puis aussi de donner une occasion de vraiment être dans un espace franco-noir, de parler de nos deux communautés dans un milieu qui offre la validation, qui offre ce soutien qui sont nécessaires des fois quand on a ce genre de discussion. Nous sommes chanceux d'avoir un poète avec nous. Donc, le but de notre poète est vraiment de combiner les mots, les sonorités, les rythmes pour évoquer les images, pour suggérer des sensations, des émotions, pour vraiment donner au cercle un peu de magie noire, comme on dit là. Nous sommes également chanceux d'avoir une personne qui va agir comme soutien émotionnel pour les oratrices, l'orateur, mais également pour vous, les témoins aussi. Donc, elle est une travailleuse sociale qui a pour objectif de maintenir un espace sûr, un safe space, et prioriser les besoins des oratrices et d'orateurs de cercle, mais également elle est là pour vous étant que témoin. Donc, si jamais vous êtes dans un état plus émotionnel, si quelque chose vous trigger, surtout n'hésitez pas à envoyer un message privé à Caroline qui va se présenter bientôt. Et pour vous, les témoins du cercle, même si vous êtes en direct ou si vous écoutez l'enregistrement de cet événement, vous allez vous bénéficier des perspectives et des appels à l'action partagés par les oratrices et l'orateur du cercle. Vous n'allez pas interagir directement avec les oratrices ou l'orateur, mais vous pouvez envoyer vos questions, vos messages, vos commentaires à Caroline par message privé à travers le chat box, et c'est elle qui va choisir ce qu'elle va transmettre pour les oratrices, orateurs, encore pour s'assurer en safe space. Et comme ça, vous pouvez sentir libre de vous exprimer à Caroline, puis Caroline va modifier vos paroles si nécessaire, juste pour s'assurer qu'on garde cet espace, tout en empêchant de vous limiter et empêchant de limiter votre manière de vous exprimer. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de dire comme la mauvaise chose. Vous pouvez dire la mauvaise chose à Caroline, puis elle va s'assurer que c'est transformé à la bonne chose.
Et ouais, avant qu'on ouvre le cercle, je suis tellement chanceux, je suis tellement reconnaissant de faire partie d'une jeune entreprise de Future Ancestors Services, une jeune entreprise innovante, fondée par une femme formidable, autochtone et noire. Et par conséquent, il faut également reconnaître ma position dans ce pays. Donc, chez Future Ancestors Services, il y a deux situations qu'on partage. Ça, c'est notre situation préférée en français. Et ça dit de faire une reconnaissance d'appartenance de la Terre devrait être la chose la plus importante que les Canadiens font avant qu'un événement commence. C'est une analyse fondamentale de qui nous sommes, d'où nous nous trouvons et de comment nous devrions procéder. Et c'est une citation par Megan Sinclair, qui est une autochtone qui est originaire de Winnipeg au Manitoba. Et je trouve ça vraiment fort parce que, afin de faire une vraie reconnaissance des territoires, il faut qu'on assume notre identité, il faut qu'on assume la responsabilité qui a été donnée par nos ancêtres, directs et indirects, afin de reconnaître notre relation actuelle avec la Terre et aussi de reconnaître notre responsabilité envers la Terre et les gardiens de cette Terre. Et donc, étant que Canadien, noir et francophone, présentement à Gatineau, je rends hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Je rends également hommage à tout le peuple autochtone qui habite à Ottawa et à Gatineau, qu'il soit de la région ou d'ailleurs au Canada. Et je voudrais également prendre ce moment de reconnaître l'histoire de l'esclavage et des conditions de servage au Canada afin de rendre hommage à toutes les personnes noires et pas noires qui ont payé le prix de leur sang pour bâtir ce pays. Je veux reconnaître le fait qu'on est sur les terres non cédées et on est chanceux que les peuples qui ont venu avant nous ont pris si beaucoup de soin de cette terre. Et je suis reconnaissant de tout le peuple de couleur canadien qui est arrivé avant moi, qui ont vraiment bâti pour les droits dont je profite. Et aussi, en reconnaissant tout ça, je reconnais également ma responsabilité envers cette terre, envers ce peuple et envers la prochaine génération de Canadiens pour encore rendre ce pays meilleur. Je vous encourage toutes et tous de reconnaître le territoire où vous vous trouvez personnellement et de faire cette reconnaissance de votre cœur tout en reconnaissant votre identité. Je vais maintenant donner la parole à Kamaos qui va ouvrir le cercle avec une poème et il va se présenter d'abord, bien sûr. Kamaos, c'est à vous. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Et merci à Chuck pour l'invitation. Et justement, j'ai croisé Chuck et Caroline Souffrant. C'était lors du Parlement jeunesse, Parlement francophone des jeunes des Amériques. En fait, c'était en 2018. Deux jeunes extraordinaires. Donc, je suis content de vous revoir, les amis. Et je suis content de vous voir et celles et ceux que je ne connais pas. Donc, c'est une bonne rencontre virtuelle. Alors, donc, mon nom, c'est Kaon Malaosne. Je me fais appeler Kamaros quand il s'agit de faire œuvre artistique. Je suis originaire d'Haïti. Je viens de publier un recueil de poèmes, Les sillages du temps, vous pouvez voir ici. Donc, je suis poète slameur. Je suis amateur de philosophie, de peinture. À côté de ça, je suis juriste, communicateur de formation. Et je commence l'école du barreau très bientôt, là, le 8 septembre. Alors donc, c'est dans ce recueil que je vais choisir deux textes pour vous lire dans le cadre de l'événement. Alors, je suis content d'être avec vous et j'ai hâte déjà de suivre l'événement. Ma prière, toute nue, noire, comme le sceau de l'histoire sur mon existence. Brisure des beignets, lieu débat du soleil, en complicité avec la mer. À chaque goutte de sueur, des vagues d'amertume
écument mes soucis quotidiens en continu. Dans la décrépitude d'instants assombris, révolus, ils ressurgissent, se forment, se reforment, se transforment. Spectre anonyme au quotidien calciné, à l'horizon des damnés de la terre, qui danse au rythme du son du tambour de la liberté. Je revendique mon humanité au-delà des aléas, victimaire ou intéressé habillant mon être. Terre, entends-tu mon cri à chaque fois que je foule ton sol, si fort sous mes pieds nus? Je ne suis pas né damné. Merci donc pour le premier poème et bonne discussion, bon échange. Merci. Alors, je repasse la parole à Chuck. Oui, non, parfait, merci beaucoup. Ah, c'était fort comme poème pour ouverture, là. Et maintenant, je donne la parole à Caroline Souffrant, qui est notre soutien émotionnel pour cet événement. Caroline, c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Donc, moi, c'est ça. Donc, moi, c'est Caroline Souffrant. Je vis à Montréal en ce moment. J'ai vécu pendant 1 an à Ottawa. Je suis née à Montréal aussi, mais je suis originaire d'Haïti par mes 2 parents. En ce moment, ce que je fais dans la vie, je suis travailleuse sociale de formation. C'est pour ça que je suis soutien émotionnel ce soir. Et je fais une thèse de doctorat sur les violences sexuelles envers les femmes noires au Québec, en lien avec les mouvements MeToo et Been Raped, Never Reported, donc agression non dénoncée dans la province du Québec. Et donc, j'avais quelques petites choses que je voulais dire. En fait, mon rôle d'entrée de jeu, c'est vraiment plus de mettre un peu la table puis de reconnaître un peu de l'année difficile qu'on a eu les communautés noires en 2020. Ça a été assez intense à plusieurs niveaux. Je le vis moi-même, donc j'imagine que c'est la même chose pour vous aussi. La pandémie, la COVID-19 est une pandémie qui a beaucoup exacerbé les inégalités sociales et socio-économiques et de santé que les communautés noires vivent. D'ailleurs, les communautés noires, selon ce qu'on sait jusqu'à présent, parce que c'est très récent, mais on a été très affectés par la pandémie, beaucoup plus que d'autres populations qui sont aux États-Unis, au Canada. Donc déjà, ça, c'était assez difficile. Par la suite, Chuck l'a mentionné, George Floyd, Breonna Taylor. Au Canada aussi, on a eu des cas de personnes noires et autochtones qui ont vécu de la brutalité policière. Et donc, ça a créé tous les mouvements ça a relancé en fait des mouvements qui existaient déjà, mais ça a redonné un nouveau souffle à des mouvements. Et ça fait une prise de conscience aussi collective dans la population en général, mais c'était pas facile non plus d'entendre parler de tout ça dans l'actualité continuellement. Moi, pour moi, ça a été quelque chose quand même assez difficile. Et le fait aussi que quand ces choses-là se passent, je sais pas pour vous, mais on est beaucoup sollicité par plein de gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, de quoi tu penses de ça, ça c'est la bonne chose à faire et tout, ce qui part d'une bonne intention, mais des fois ça peut être lourd de recevoir tous ces messages-là. Juste pour vous donner un exemple, je reçois 3 à 4 messages par jour de ce genre-là depuis juillet. Donc vous voyez, c'est un petit peu intense. Puis on a eu Chadwick Boseman, Black Panther, qui est décédé cette semaine de cancer. Donc ça n'a pas été une année facile pour les communautés noires. Mais en même temps, il y a beaucoup je pense qu'il faut le nommer, qu'il y a beaucoup de résistance, de résilience, de joie, d'innovation, d'ingéniosité. En ce moment, c'est la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine qui a été décrétée par l'ONU 2015 à 2024. On est en plein dedans. Et je pense que c'est l'opportunité pour nous, comme communauté noire francophone, de s'allier avec d'autres et de faire des initiatives, de vraiment nous mettre de l'avant et de mettre notre brillance un peu de l'avant. Donc, je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des préoccupations, des inquiétudes, un besoin de ventiler, que ce soit aujourd'hui ou après l'événement, je suis là pour vous. Donc, je peux me contacter par messagerie privée. Donc voilà. Donc, vraiment hâte de tous vous écouter, de vous entendre et d'échanger avec vous. Merci Caroline, merci pour ce mot fort. Honnêtement, moi aussi, j'étais quand même frappé et j'étais même étonné à quel point j'étais frappé par la mort de Chadwick parce que c'est pas comme je le connais personnellement, mais ce qu'il a fait avec le film Black Panther et ce que ça représentait pour beaucoup parmi nous, spécialement les francophones, les Noirs en Amérique du Nord, là.
c'était quand même fort. Ouais. Donc, avec ce beau mot, on commence avec le cercle. On va commencer de répondre à tous les membres du cercle. Donc, pour la première question, pour les membres du cercle, c'est vraiment juste veuillez vous présenter et écrivez-nous votre identité étant que francophone noir. Donc, on commence avec Jessica Valmé. Donc, je vous donne la parole. Allô, Jessica? Est-ce que vous êtes... Parfait. Désolée. Bonsoir à tous et à toutes. Vraiment, je me sens chanceuse de faire partie de ce cercle. En dehors du contexte de perversité, le cercle, tout simplement, je le trouve enrichissant. Merci donc à Chuck d'avoir, avec tes autres cofondateurs, d'avoir répondu à l'appel d'offres de perversité. Parce que comme ça, on est là. Et je suis désolée, j'ai pas pu rencontrer en fait les autres avant aujourd'hui. Je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Je m'appelle Jessica Valmé. Mon nom d'artiste, c'est Sika Valmé. J'ai 37 ans. Je vis à Montréal. J'ai immigré à Montréal à l'âge de 18 ans. Né en Haïti, de parents haïtiens, descendance mixte, je dirais, africaine et européenne. J'ai l'impression que je m'identifie bien comme une créole, mais mes créations, je dirais, en musique et en art visuel vont, pour celles qui sont à venir, en tout cas, je travaille sur un nouveau disque de musique et ça de transcender, en fait, cette mixité à travers l'identité créole. Par la suite, je suis aussi coach de français, spécialisé en enseignement 1 à 1 à des adultes, aux adultes, venant de n'importe où, finalement. Mais des professionnels en général, des entrepreneurs, des leaders communautaires. C'est ce qui m'intéresse et c'est très ça. Merci. Enchanté. Je suis ravi de vous rencontrer. Puis maintenant, même question à Yvan. Veuillez vous présenter et décrivez-nous votre identité étant qu'un francophone noir. Allô tout le monde, mon nom c'est Yvan Touko, j'ai 24 ans. Bon, avant de commencer encore, merci à l'équipe de Perversité, merci à Chuck d'avoir envoyé tous ces emails de mon côté, de tous nos côtés. Il est vraiment on the ball, j'ai vraiment apprécié. Donc merci encore de nous avoir eu, c'est comme... je pense que c'est assez... je me sens autant plus chanceux d'être là parce que je pense, justement, je parlais à Chuck, je me disais, il y a peut-être des personnes plus qualifiées que moi pour faire partie d'un cercle pareil. Mais il a dit, non, il n'y a pas de qualification. Mais bon, mon nom c'est Yvan Touko, j'ai 24 ans. Je vis à Edmonton, Alberta depuis 8 ans. J'ai immigré du Cameroun. Donc, je suis arrivé du Cameroun initialement pour les études. J'avais ma résidence permanente quand même. Et puis, ouais, ça fait 8 ans que je vis à Edmonton. Ça fait 8 ans que je suis super impliqué non seulement dans la communauté francophone, mais aussi dans la communauté large d'Edmonton. Je travaille couramment en tant que coordinateur de projet avec une entreprise d'employabilité. Mais dans mon temps, comment dire, ça fait 3 ans que j'ai commencé une entreprise sociale qui s'appelle La Connectionnale. Et La Connectionnale est justement une entreprise qui a pour but de mettre en exergue les talents
des personnes de descendance africaine, noire, caribéenne et latino. Et vraiment, on regarde à l'intersection qu'il y a entre ces communautés-là parce que en tant que noir venant du Cameroun, je ne savais même pas qu'il y avait des latinos noirs. C'était juste un concept de malade pour moi. Et justement, j'ai appris beaucoup et on est justement en train d'essayer de créer une structure Edmonton, une structure dans notre ville, dans notre province qui va, on espère qu'il va comme améliorer la manière dont on consomme en tant que personne noire, se supporter entre nous, consommer noir, consommer latino et essayer de comment dire, d'avoir plus de cash flow et d'argent qui circule dans notre propre communauté parce que je pense personnellement qu'on ne fait pas assez. Et donc, à part la Connectionna qui est vraiment comme mon bébé, comme un projet que je fais à côté, que je tiens vraiment à cœur, je suis un danseur, je suis un instructeur de danse, je fais de la danse afrofusion, donc on part couper décalé, dombolo, makossa. Si vous dansez, c'est ouais, et puis c'est un peu ça à propos de moi. Et puis oui, je suis vraiment enchanté d'être là. Et puis ouais. Cool! J'adore ça. Aussi, j'adore le fait qu'Ivan soit ici parce que des fois, c'est un peu difficile de trouver la représentation franco-albertaine. J'étais comme, il faut qu'il soit en franco-albertain sur le panel. Donc, je suis content. Puis maintenant, je donne la parole à Plaquis. Plaquis, j'ai hâte de vous écouter. Donc, premièrement, je vais remercier Chuck de m'avoir invité, puis Perversité ainsi que Future Ancestors. Donc, je vais me présenter vite fait, puis en fait, je suis toujours vraiment honorée de pouvoir prendre la parole sur des sujets qui concernent ma communauté. Donc, pour ça, merci. Donc, vite fait, comme ça, moi, mon nom, c'est Plaquis Zayen, mais mon vrai nom, c'est Placida Birenbach. J'ai 31 ans et demi, comme dirait mon fils. Je suis née au Rwanda, je suis originaire du Burundi et puis citoyenne canadienne aussi. Donc, je vis au Québec depuis 27 ans déjà, donc je pense que ça s'entend dans mon accent, dans ma façon de parler. Nous, moi et ma famille, mon arrivée sur le territoire canadien, c'était suite à la guerre qui sévissait au Rwanda. Donc, on est des réfugiés politiques, comme on dit. Et puis, ma langue d'origine, c'était pas le français, mais bien le Kirundi. C'est la langue parlée au Burundi. C'est une langue que j'ai un peu perdue, mais que je comprends encore très bien à merveille. Mais je m'exprime principalement en français, autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, voilà. Puis, sinon, pour les titres que je porte, je suis une fière maman, je suis coiffeuse, je suis entrepreneur aussi. Et pour ce qui en est de mon identité, je pourrais dire francophone en tant que francophone noire. Bien, en fait, moi, ma réalité en tant que francophone noire, je la vis pleinement parce que j'habite à Québec. Donc, un peu, je pourrais dire, la seule province officiellement francophone du Canada. Et puis, ayant grandi à Québec, finalement, parce que je suis venue à Québec à 4 ans, donc j'ai vraiment grandi à Québec. Fait que ma réalité de francophone noire, c'est sûr que c'est relié avec ma réalité de pas franco-québécoise, mais afro-québécoise. Puis, voilà, si je peux parler de ma relation avec la langue française, là, si j'ai bien compris la question, c'était un peu par rapport à ça. Donc, comme je m'exprime en français et puis j'ai grandi à Québec, je m'exprime plutôt en québécois, si on peut le dire. Donc, j'ai un peu une relation amour-haine avec cette langue-là parce que c'est vu ma façon de parler et mes formulations de phrases qui sont québécoises, c'est sûr que ça m'a amené à vivre un peu des fois du rejet de la part de ma propre communauté. Parce que quand tu te confrontes à une fille comme moi qui parle comme ça, souvent je vais me faire dire « Hey, coudonc, est-ce que tu as été adoptée ou whatever? » Mais non, c'est vraiment seulement parce que j'ai grandi ici. Mais aussi une double, je pourrais dire, c'est à double sens parce que non, j'ai peut-être vécu du rejet de la part de ma communauté, mais il y a aussi beaucoup de portes qui s'ouvrent seulement par ma façon de parler. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à ce moment-là pour moi l'intégration, non seulement au sein des programmes d'éducation, mais aussi pour l'intégration dans un emploi
en général. Donc, mais après, si on me demande de m'identifier, j'aimerais mieux m'identifier comme noire francophone et non comme francophone noire, parce que peu importe les situations que je vais vivre dans la vie, ma couleur de peau va toujours précéder ma façon de parler. Donc, je suis une noire francophone, si je peux le dire. Voilà pour moi. Deuxième question pour nous. Comment décrivez-vous le racisme dans la francophonie canadienne? Est-ce qu'il se manifeste de manière différente du racisme qu'on voit chez les anglophones? On va commencer avec Jessica. Oui. Ce que je vous vois plus visuellement dans mon écran, je ne sais pas. Hein. Si vous me voyez, commencez. Non, Je ne vous vois pas, mais on vous entend. Ouais. On voit personne? C'est comme... Non, juste vous. On vous voit pas, juste vous. Ah ouais? Ah ouais. OK. Bon. Est-ce que vous avez besoin d'un moment? Oui. OK. On va commencer avec Yvan pour donner Jessica un peu de temps pour récupérer au niveau technique. Absolument. La question, c'était, c'est pas celle, c'est l'autre question, n'est-ce pas? Juste comme pour... OK. Yes, OK, celle-là. Comment je déclare le racisme dans la francophonie canadienne? Je pense que j'ai un peu voyagé un peu partout dans le Canada, pas assez pour, vivre le racisme, vivre des expériences racistes dans chaque province. Mais les provinces dans lesquelles j'ai toujours eu des applications quand je voyage, c'est, déjà Edmonton, Alberta, où je vis, et aussi Victoria, en Colombie-Britannique. Je dirais que, je pense, de mon expérience à Edmonton, en Alberta, je pense que dans la francophonie canadienne, le racisme, c'est vraiment de manière, je vais dire ça comme en français, c'est vraiment de manière subtile. Donc, en tant que francophone dans une minorité, en tant que francophone vivant dans un contexte anglophone, tout le monde se sent opprimé déjà parce qu'on est tous des francophones et on est dans une communauté large anglophone, donc se sent opprimés. Et donc, quand il y a souvent des instances où, par exemple, des gens m'ont parlé de racisme et du fait qu'ils vivent du racisme dans la communauté francophone, les francophones ils ne réalisent pas forcément qu'il y a du racisme parce qu'ils vont se dire « Oh, on est tous opprimés, parce qu'on se sent aussi opprimés, ça ne fait pas du sens que vous êtes plus opprimés que nous. » Il y a cette espèce de jeu où les gens ne comprennent pas que les intersectionnalités et que francophones, on ne dit pas que les francophones n'ont pas une vie, les francophones en général n'ont pas une vie difficile en Alberta, mais quand tu es francophone et encore tu es noir, ça ajoute comme une autre échelle, une autre intersectionnalité à ton expérience. Donc, de mon expérience ici, à l'université ou bien comme dans la vie de tous les jours, que ce soit comme dans certains projets que j'ai fait, le racisme que j'ai toujours vécu, c'était vraiment du racisme vraiment comme subtil, pas comme dans ma face où on me disait comme des mots méchants, mais vraiment comme subtil. Par contre, il y a un été, j'avais travaillé comme en tant que, je faisais comme du labor job, je voyageais tout le temps dans des petites villes en Alberta et c'était pas que les gens me parlaient, mais les regards que j'avais quand j'arrivais dans une ville comme Vegreville ou bien comme j'étais comme le seul noir qu'ils avaient comme jamais vu, juste comme les regards, il y a des gens qui comme m'esquivaient, c'était vraiment comme pas subtil, c'était comme je pouvais le ressentir. Dans la vie de tous les jours, Edmonton à Calgary, c'est plus comme genre les gens vont te dire des choses ou ils vont interagir avec toi d'une certaine manière. Il y a la langue en tant que personne, et c'est justement ça, c'est comme, j'ai grandi au Cameroun, et donc le racisme quand je suis arrivé au Canada, maintenant, ça n'a pas fait de sens pour moi, parce que je me considérais déjà pas comme noir. Pour moi, j'étais Camerounais, whatever, c'était ça mon identité. Donc, en arrivant au Canada, c'était comme, au début, tu comprends pas ce qui se passe, mais après, quand tu commences à comprendre plus c'est quoi la dynamique, chaque fois que quelqu'un est raciste ou bien comme
des pensées racistes, tu peux le ressentir. C'est comme tu peux le savoir que quelqu'un n'est pas confortable en ta présence. Et donc, je pense que c'est vraiment mon expérience plus de racisme, vraiment comme subtil. J'ai eu des occasions, c'était vraiment comme genre dans ma face, mais toujours pas comme dans ma face, parce que pas ce que j'ai vu aux États-Unis, par exemple. Ceci étant dit, je sais que j'ai des amis qui sont franco, qui ont grandi en Alberta, qui sont nés en Alberta. Les expériences qu'ils m'ont racontées de ce qu'ils ont vécu dans les écoles francophones, des fois, c'est juste comme malade. Et là, c'était vraiment comme du racisme, vraiment comme dans ta face. Et je pense que j'ai eu la chance d'une certaine manière de grandir dans mon pays où j'ai pu comme former une identité forte et comme une identité forte, comment une fierté de mon identité. Et beaucoup d'expériences dont j'ai entendu parler ici, honnêtement, si j'avais vécu ça en tant qu'enfant, j'aurais été traumatisé à 100%. Et donc, je suis chanceux que j'ai pas comme vécu, je pense que j'ai vécu comme l'expérience full raciste de l'Alberta, bien comme dans des petits comités, parce que je suis pas allé dans les écoles. Je pense que ça se passe beaucoup dans les écoles, beaucoup dans ça. Et puis, à l'université encore, tu arrives à l'université, c'est déjà c'est déjà, comment dire, une place assez plus multiculturelle où les gens, tu vas avoir des expériences inconfortables, mais pas autant que quand dans les écoles, quand tu es petit, les gens sont juste comme méchants, il y a comme juste comme pas de considération pour l'autre. Donc je pense, ça c'est plus comme mon expérience. Et c'est sûr, je pense que ça se manifeste différemment comme par les anglophones encore, ce niveau où en Alberta ou bien dans les communautés francophones en milieu minoritaire, il y a cette situation où les francophones se sentent déjà opprimés. Et toi, en tant que francophone noir, quand tu te sens opprimé, c'est comme ça. Ça marche pas vraiment. Parce que là, déjà, il y a des francophones qui sont en train de, ils sont en train de bagarrer ou bien d'essayer de faire advocate for the rights. Et puis toi, tu es là encore, hey, moi, j'ai besoin de plus de rights. Ils ont comme, what? Qu'est-ce que tu dis? Et puis c'est vraiment comme, c'est une place assez toxique parce que ça a l'air, c'est vraiment comme, c'est juste comme les gens t'entendent juste pas. Et un exemple de ça, c'est que quand par exemple, il y avait le mouvement La Vie Noire Compte a commencé en Alberta, au même moment de ça, il y a eu comme du vandalisme des panneaux de stop à Calgary. Tous les francophones étaient tellement enragés que des panneaux de stop francophones ont été vandalisés, mais aucun de ces francophones-là n'ont jamais parlé de la vie des Noirs compte. Et j'étais juste comme, on a encore parlé de panneaux. Je comprends que là, moi, ça me fait mal qu'ils soient vandalisés, mais il y a les gens qui sont en train de mourir, mais parce que c'est comme, il y a cette considération où on est déjà tous opprimés en tant que francophones, on doit tous être que, c'est vraiment bizarre, c'est une intersectionnalité qui est vraiment comme, ça fait vraiment mal si tu ne sais pas comment dealer avec parce que tu es comme dans une communauté opprimée et puis tu es aussi opprimé par cette communauté-là avec laquelle tu vas tout le temps être en train de faire aussi comme de vouloir aussi comme gagner des droits pour nous. Donc c'est comme quand il y a comme un combat commun, tu es avec eux, mais quand le combat concerne ta vie et ton mode de vie, ils ne sont pas forcément avec toi. Et je pense qu'il y a souvent cette dynamique-là dans les communautés francophones qui vivent dans les situations minoritaires. Oh, merci pour ça. Étant quelqu'un qui a grandi en Alberta, je comprends le regard dont on parlait. Parce que moi aussi, des fois, quand j'étais dans cette petite ville, en train de faire mon travail, étant que scientifique de l'environnement, des fois, la manière que les gens me regardent, je suis juste là comme, c'est parce que je suis jeune, hein? C'est parce que je suis une jeune personne. Après, Jessica, est-ce que tu es prête? Oui, est-ce que... Parfait. Magnifique. Je peux seulement parler de mon expérience en tant que personne qui vit à Montréal et qui a seulement vécu à Montréal. Je dirais, j'ai visité pas mal de villes, pratiquement toute la province canadienne, mais j'ai plus d'expérience de vie à Montréal. Et j'ai l'impression que les tendances de racisme au niveau des comportements
venant des autres, on parle de francophonie canadienne, elle se fait plus sentir au Québec que là où les gens parlent français qu'ailleurs, bizarrement. Enfin, pas bizarrement. Je ne peux pas excuser l'histoire, mais c'est ça que j'ai remarqué. Et au niveau de comme l'accès aux richesses, comme l'accès à l'argent, aux subventions, l'accès aux emplois, le partage d'opportunités, ressources finalement. J'ai l'impression que ça se partage timidement. Et tandis que le volet de la question, c'était quoi? C'était par rapport à est-ce que c'est différent, est-ce que ça se présente de façon différente chez les anglophones? Eh bien, moi, je pense que oui. Pour avoir visité justement les autres villes canadiennes, j'ai passé pas mal de temps, soit pour visiter des amis, soit pour faire des résidences artistiques, pour présenter mon travail, bon, etc. Les gens, les anglophones canadiens, je les trouve beaucoup plus ouverts. C'est comme on dirait que c'est des gens qui ont voyagé plus. Ils n'ont pas de choses vraiment à défendre. Le français, me semble, est apprécié. C'est comme quelque chose d'exotique. Que la personne noire, peu importe sa couleur, elle a un accent ou pas, c'est perçu comme charmant. C'est mon expérience. Et puis les gens sont polis. Je compare en fait à ce que je connais à Montréal. Je les trouve plus sympathiques, plus polis. Et puis il y a tout un humour qui est beaucoup plus large que comme une manière de voir la vie avec les œillères que je trouve bien plus agréable. Par rapport à la francophonie, les anglo-canadiens. Ouais. C'est ça. Merci. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Des fois, ça a l'air comme les anglophones sont plus polis, spécialement dans certaines circonstances, puis ça arrive d'être mieux voyagé, puis d'être exotique parce que tu parles français, c'est la même chose. Et maintenant, c'est à toi, Placky. Yes. En fait, je vais continuer sur ce que Jessica disait parce que Jessica, elle a quand même une réalité qui est commune un peu à la mienne parce que on vit vraiment dans la province de Québec. Et puis, malgré, on va pas faire une comparaison de qui vit où c'est plus raciste et tout, mais quand même, moi, je vis à Québec. Québec, c'est vraiment petit. Même à Québec, c'est comme, on peut comparer ça à un petit village. Même les Québécois, quand on va à Montréal, on dit, on s'en va à Montréal, c'est comme la grande ville, tu sais. Puis moi, pour mon expérience, les premières fois que je suis allée à Montréal, j'ai vraiment trouvé ça, wow, c'est malade, il y a plein de Noirs issus de partout. Quand je suis allée à Ottawa, j'étais encore plus impressionnée. Toronto, je suis aussi allée en Alberta, où la communauté noire est vraiment quand même présente, puis il y a quand même une forte communauté francophone aussi en Alberta et tout. Mais pour décrire la situation des de la francophonie canadienne, je pourrais dire à Québec, il faut comprendre le contexte particulier de la ville de Québec. En fait, le français à Québec, c'est comme un peu la chose à défendre qui fait partie intégrante de l'identité des Québécois, parce qu'ici, on est dans une ville francophone absolument. Donc, j'ai plus l'impression qu'à Québec, le français, ils se sentent un peu plus menacés, je pourrais même dire envahis par tout ce qui est immigration. Puis en plus, les immigrants, quand ils viennent ici pour avoir plus d'opportunités, ils veulent plus s'en aller vers Ottawa, vers Toronto, dans les villes anglophones, parce que dans les villes anglophones, tu vas avoir plus
d'opportunités. Donc, je pense que la mentalité par rapport, par exemple, aux Français ici à Québec, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est une mentalité qui est beaucoup plus, je pourrais dire, protecteur ou conservateur par rapport à ça. Puis pour parler du racisme, j'aime bien quand même parler de la position ou bien de la place des Noirs dans la ville de Québec, dans la société québécoise. Tout d'abord, c'est sûr qu'il y a plein de les Noirs dans la ville de Québec, surtout à Montréal, parce qu'à Québec, c'est différent. À Montréal, il y a beaucoup plus d'Haïtiens, beaucoup plus d'Antillais, mais à Québec, vraiment, les immigrants noirs, c'est beaucoup plus des immigrants issus, par exemple, des réfugiés ou c'est de l'immigration de guerre ou des étudiants, mais les Haïtiens sur le territoire de la ville de Québec, il n'y en a pas tellement. Puis en plus, à Québec, on est des immigrants de première génération. C'est-à-dire que souvent, vu qu'on est issu de l'immigration, comme moi, j'ai immigré à Québec avec mes parents. J'ai 31 ans, donc on est la première génération d'immigrants. Mais les enfants qui vont être nés de nous, la première génération d'immigrants, je pense qu'ils vont être beaucoup plus, leur identité va être beaucoup plus forgée par rapport à ça, mais nous, on est encore un peu en exploration. Moi, ma génération, par rapport à celle de mes parents vivaient quand même du racisme, beaucoup plus fort, mais il n'y avait pas ce qu'il fallait pour se défendre. T'sais. Eux, il n'y avait pas le temps là, de se défendre par rapport aux propos racistes qu'ils recevaient. Ils étaient plus concentrés à devoir sécuriser leur famille et tout. Mais moi, ma génération, ayant fait toute ma scolarité à Québec, je suis de la génération qui va prendre la parole, qui va manifester, qui va pas laisser passer les propos racistes que je peux recevoir, par exemple. Puis, en termes de racisme, on se confronte beaucoup à beaucoup de clichés ou des stéréotypes. Tu sais, par exemple, nous, les Noirs, on se ressemble tous, on parle fort, on est soi-disant des profiteurs du système, on a un gros accent, on n'est pas intelligent, quoi que ce soit. Puis quand tu déroges de ces clichés-là, ben là, tu deviens un peu un objet de curiosité. Tu sais, par exemple, moi, je me fais dire « Ah, tu parles bien pour une Noire. » Qu'est-ce que ça veut dire bien parler pour une Noire? Ou hey, c'est drôle, t'as pas d'accent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai juste grandi à Québec, mais tout le temps, on va toujours me ramener la question de hey, tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Comme pour me rappeler aussi que je suis pas chez moi, tu sais. Puis le racisme dans la francophonie canadienne, c'est aussi, pour faire du chemin sur ce que je viens de dire, c'est de venir d'un pays comme le Rwanda ou le Burundi ou le Congo, par exemple, pour nommer ceux-ci. C'est des pays qui font partie de la francophonie, en fait. Puis on parle un niveau de français qui est excellent, puis même voire littéraire parfois. Puis c'est toujours de te faire reprocher par rapport à ça que tu n'as pas l'accent québécois, tu sais. T'as beau parler français avec un accent congolais, mais ton français il est tellement soutenu, mais on dirait que ça dérange, tu sais. Puis comme moi qui ai grandi à Québec, c'est ça, c'est de se faire toujours dire des petites phrases comme ça, tu parles bien pour une Noire ou quoi que ce soit. Puis toujours des discriminations par rapport à ta couleur de peau, à ta façon de parler. Mais si je pourrais, pour parler de comment on le vit dans le quotidien, c'est beaucoup des discriminations subtiles, comme la discrimination face à l'embauche, pour des postes de certains niveaux. Ton nom va toujours primer sur la pertinence de ton CV. Comme moi, je m'appelle Placida Birimba, mais Placida Birimba elle a de très faibles chances de se faire appeler pour une entrevue ou encore beaucoup moins de chances d'avoir le poste qu'elle désire, malgré le fait que tu aies des études universitaires, de l'expérience, ton nom va toujours, ton origine, ta couleur de peau va toujours primer sur la pertinence de ton CV. Puis souvent, quand tu es embauché, qu'est-ce qu'on constate, c'est que tu es comme embauché pour être parmi le 3% de minorités visibles que l'entreprise doit avoir pour avoir des subventions gouvernementales quelconques. Puis malgré le fait que oui, il existe des lois pour que on puisse avoir accès à l'emploi et tout, comme la Charte des droits et libertés, puis l'accès à l'égalité à l'emploi, par exemple,
Mais malgré ça, est-ce que la réalité, c'est que les Noirs sont représentés dans des entreprises où toutes les entreprises engagent des minorités visibles? La vérité, c'est non. Puis, pour mon expérience, à toutes les fois que j'ai travaillé dans des emplois comme au gouvernement ou quoi que ce soit, il y a un Noir sur l'étage. J'étais toujours la Noire de l'étage, parfois même la Noire de la bâtisse. Puis si tu rencontres un autre Noir dans les corridors, on se fait un petit sourire un peu gêné parce que effectivement, on se sent comme si on a été embauché pour remplir le quota nécessaire, tu sais. Puis encore aujourd'hui, même si tu es employé au même titre qu'un autre, vous avez le même poste, ben toi, le Noir, tu vas être moins bien payé que lui. Le salaire va diminuer. Fait que c'est toutes des frustrations qu'on vit au quotidien. Puis pour l'avoir vécu beaucoup autour de moi, la plupart des femmes noires qui vivent ce genre de discrimination-là, ça vient qu'à dégoûter. Puis on se lance en entreprise. Plus que jamais, les femmes noires font partie du chiffre d'affaires, des femmes qui se lancent en affaires, des femmes afro. C'est pour ça que je dis des afropreneurs. Il y en a à la tonne maintenant. Puis je pense que c'est comme si c'était un peu ça le destin qui nous attendait. T'sais. Puis pour répondre à la question, si ça se manifeste différemment dans les milieux anglophones, je crois fortement que oui. Surtout dans les milieux francophones, je pourrais dire d'ailleurs, même en Alberta, à Toronto et tout. Je pense que Québec, c'est vraiment un contexte qui est particulier. La représentation aussi des Noirs, moi personnellement, c'est dans les médias que ça me frappe le plus. La plupart des préjugés qu'on reçoit, c'est des préjugés qui ont été présentés dans les médias. Je parle des médias, de la TV et tout, parce que c'est ce qui donne à voir, c'est supposé être un peu le reflet de la société dans laquelle on vit. Mais quand tu es une femme noire, je vais parler pour les femmes noires parce que c'est ce qui m'a blessée et c'est ce que je connais. Quand tu es une femme noire vivant, par exemple, à Québec, puis que tu vois des émissions qu'on nous présente à la télé ou comment qu'on nous représente dans les médias, ben, c'est souvent l'image d'une prostituée ou d'une danseuse ou d'une mère monoparentale qui struggle pour éduquer ses enfants et tout. Fait que c'est beaucoup de la représentation négative qui va causer énormément de dommages sur les futures générations et tout. Fait que voilà, c'est un peu ça que je voulais ajouter. Puis effectivement, ça se manifeste de façon beaucoup moins négative dans la communauté anglophone. Parce que l'anglais aussi, c'est une langue qui est ouverte sur le monde. C'est une langue qui est user-friendly, comme on dit. Donc, ouvert sur le monde, ça fait un peu contraste de ce que j'expliquais par rapport au Québec. Si le Québec, c'est plus fermé ou conservateur ou protecteur de ses valeurs, ben, la langue anglaise, elle est beaucoup plus ouverte sur le monde, qui va donner beaucoup plus d'opportunités. Donc, oui, effectivement, ça va. Si tu t'ouvres sur le monde, tu vas t'ouvrir sur les autres cultures aussi. Voilà. Merci beaucoup. C'est quand même drôle parce que quand tu étais en train de parler, tu m'as fait rappeler des mots de mon père qui étaient toujours comme, depuis mon jeune enfance, mon père m'a toujours dit, il faut être 3 fois mieux pour avoir les mêmes opportunités. Oui, oui. 3 fois mieux. Je suis juste là comme, OK, d'accord. Merci. Et sans tarder, on va à la deuxième question. Et ça serait notre dernière question pour le cercle, juste pour les raisons de temps. Mais on a parlé de racisme au sein de la communauté francophone. Maintenant, on va parler de discrimination sociolinguistique au sein de la communauté noire. Quelles sont vos expériences étant que francophone dans la communauté noire? Est-ce que vous vous sentez visible étant que francophone? Comment sentez-vous quand vous voyez un porte-parole pour les Noirs au Canada qui offre des services ou des renseignements uniquement en anglais? Genre, quelle est votre expérience en général avec la communauté noire étant que francophone? Je vais commencer avec vous, Jessica. Oui. Encore une fois, moi, par rapport à ma musique, je fais de la chanson. Ça fait quand même 8 ans que j'ai sorti un disque, ça fait un temps, je peux parler pour ça. Puis je chante en anglais, en créole et en français. Je suis
très confortable dans les 3 langues. Et je sens qu'à cause de ça, pour moi, c'est du pouvoir, c'est de la puissance. Et donc, je peux un peu comme Chanel disait, fitter confortablement, évidemment avec des nuances, mais dans différents channels, dans différents réseaux et différents cercles, différents appels à projets. Quand je fais, étant donné que je mélange aussi les langues dans mes paroles de chansons, quand je parle aux gens, c'est un peu comme ça vraiment que je me sens. Donc, j'ai l'impression que ça touche quelque chose, je sais pas, quelque chose d'intéressant pour les gens, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient francophones, qu'ils soient afro-descendants, peu importe. Enfin, je parle de ces 3 communautés-là spécifiquement. Donc, au niveau des opportunités auxquelles je pense qui se présentent à moi, auxquelles j'ai réussi à pouvoir bénéficier, j'en compte. Je peux les compter, j'en ai. En tant que coach de français, ça par exemple, c'est un choix que j'ai fait pour être travailleur autonome parce que j'ai un bac, j'ai fait mes études, je fais une maîtrise en gestion de projet. Puis, en passant, j'ai mélangé un peu. J'ai fait mes études collégiales en français, universitaire, bilingue, et puis après, 2e cycle en français, avec que de lecture en anglais. Tout ça, ce sont des choix conscients que j'ai faits pour continuer à nourrir cette mixité-là en moi. Alors, pour revenir à ce choix que j'ai fait de devenir travailleur autonome, et c'est un peu parce que j'ai eu des expériences en travaillant justement comme employé que je trouvais peu intéressantes. J'ai souvent pas été, mes compétences n'ont pas été comme valorisées comme du potentiel pour un entrepreneur. Plutôt que je ne répondais pas à un critère, c'est pas un critère que quand un critère, I don't know, je sais pas. Ça fait trop longtemps que je travaille pour personne, fait que, alors c'est rendu là. Tout ça pour dire que cette mixité-là, je l'utilise comme encore de la valeur ajoutée et lorsque j'enseigne le français justement, j'ai l'expérience de la personne immigrante. J'ai l'expérience de la personne qui a de la famille, par exemple, aux États-Unis, avec qui j'ai dû parler anglais, où j'ai aussi fait des études en anglais. Donc, je peux m'exprimer. Il y a un côté humoristique, il y a du colloquialisme que j'ai, ça passe. Puis, j'ai aussi le créole qui paraît intéressant. C'est toujours bien intéressant aussi pour enseigner quelque chose quand on fait des analogies, ça prend l'humour pour enseigner à quelqu'un quelque chose. Alors, j'ai rassemblé un peu ces atouts. Donc, en tant que personne noire, personne de couleur, avec une expérience de créolophone, je dirais caribéenne, canadienne maintenant, je trouve que c'est une force. C'est une force, c'est une valeur ajoutée. Maintenant, pour revenir à la question de... je peux dire que je me sens bien. C'est dommage. C'est dommage que j'ai dû me retrouver à devenir travailleur autonome. Et c'est dommage, mais en même temps, ça fait partie de la personnalité de quelqu'un. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. I don't know. Maintenant, pour... comment je me sens lorsque je vois un porte-parole? Parce que tu as demandé ça, hein? Je m'excuse. Un porte-parole... Ouais, genre, comment vous vous sentez quand vous voyez une porte-parole pour les Noirs qui offre des services ou des renseignements uniquement en anglais? Vraiment juste quelqu'un qui se dise « Ah ben moi, je parle au nom des Noirs au Canada. »
Ça, c'est comme deux choses différentes. OK. Je vais essayer de les jumeler. Moi, écoute, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Je prends l'information comme elle vient. Et je comprends ce qu'elle dit ou je comprends pas. C'est tout. Ça dépend du contexte dans lequel je suis. Je suis à une conférence. Est-ce que... et je sais que l'audience, elle est anglophone, elle est bilingue, ça passe. Donc, fine, ça marche. Est-ce que peut-être que la personne, elle a fait des études dans une école anglophone et elle maîtrise plus l'anglais, donc c'est des choix. Donc, je n'ai pas une réaction, je n'ai pas de réaction. Je suis là, je reçois l'information. Aussi, il faut dire que je reviens au fait que je suis au Québec, je suis à Montréal. Donc, c'est possible que, par exemple, il y a des entrepreneurs noirs au Québec qui font des choix stratégiques pour leur marché parce qu'ils savent très bien que il y a beaucoup plus d'opportunités en dehors du Québec pour la consommation. Donc, ils vont parler en anglais, leurs messages seront en anglais. Ça, c'est un choix qui leur appartient. Moi, ça ne me touche pas, je n'ai pas de réaction, ça ne me fait rien du tout. C'est ça. Par la suite, je peux partager comme une petite expérience intéressante, c'est que moi, je suis lié avec l'association McGill Black Alumni Association et aussi la même affaire pour Concordia. Et c'est un milieu anglophone. Et que moi, quand j'ai été à leurs conférences, à leurs événements, j'ai trouvé ça très enrichissant. Je me sentais très bien, malgré que l'information, en majorité, elle était en anglais. Alors que lorsque j'ai vécu ces mêmes événements-là avec la communauté ucanienne, je parle de l'Université du Québec à Montréal, francophone, toujours dans Alumni, OK, j'ai pas eu une bonne expérience. Je parle français, j'ai pas eu une bonne expérience. Donc, je me sens justement le token. Tandis que je suis dans un contexte anglophone avec des Noirs, ça passe super bien. C'était ça ma réponse. Merci, Jessica. Puis, je vais donner la parole à Yvan. Pour répéter la question, c'est vraiment juste comme quelles sont vos expériences étant francophone dans la communauté noire? Puis, oui, comment vous vous sentez par rapport à ça? Pour moi, je pense que mon expérience a changé au fur du temps. Quand je suis arrivé à Edmonton, je ne parlais pas d'anglais du tout. Je suis arrivé du Cameroun. On prenait les cours en anglais. On ne prenait même pas vraiment les cours en anglais. J'avais toujours au-dessus de 50% en anglais. Donc, mon anglais était comme super nul. Donc, je suis arrivé à Edmonton, Alberta. Je ne parlais pas d'anglais du tout. Et donc, je suis allé dans une école pour upgrade, pour relever mon niveau d'anglais. Et dans cette école-là, donc, j'étais l'un des seuls noirs francophones comme dans l'école entière. Il y avait des noirs et honnêtement, à ce moment-là, je pense les 2 premières années, je dirais les 2 premières années où je suis arrivé maintenant en Alberta, les personnes qui m'ont le plus intimidé étaient les noirs, justement. Parce que je ne parlais pas la langue, je ne parlais pas encore bien l'anglais, je faisais des erreurs tout le temps, des trucs du genre. Donc, la première communauté qui m'a vraiment intimidé quand je suis arrivé, c'était la communauté noire, pas francophone, la communauté noire anglophone. Parce que j'étais dans cet environnement anglophone-là et je ne m'exprimais pas. On voit un vieux gars de 16 ans, 17 ans et je ne peux pas dire un mot. Ça faisait rire les gens. Et ça faisait rire surtout les gens de ma communauté, ce qui a fait beaucoup mal au début. Mais parce que aussi, je n'avais pas le choix justement avec ça. Je n'avais pas le choix d'apprendre l'anglais. Pour moi, c'était vraiment comme un but de le faire. J'ai appris l'anglais et dès que j'ai commencé à mieux m'exprimer en anglais, j'ai envie aussi de noter que j'ai toujours eu des difficultés avec la langue, un peu comme la dyslexie. Mais au Cameroun, en Afrique, ils font jamais le diagnostic. Donc, je sais pas quoi, mais j'ai toujours eu des problèmes avec la langue. Mais quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, qui est honnêtement plus facile que le français, je me suis retrouvé à être plus confortable en anglais des fois qu'en français. Et je fais beaucoup de switch dans mon brain. Je vais parler en français et puis je vais dire moi en anglais parce que c'est juste plus facile. Et là, le français est comme un peu plus compliqué des fois parce qu'à cause des problèmes de langue que j'ai. Donc, je suis arrivé à un niveau où justement, j'étais tellement plus confortable en anglais que maintenant, j'étais un francophone
comment dire, je dirais que les gens me définissaient comme une personne noire qui parle anglais, mais qui est aussi cool parce qu'il parle français. Donc, c'était plus comme j'étais un francophone, mais j'étais quand même bilingue. Et puis, justement, comme Jessica en parlait, c'est devenu comme une force. Honnêtement, c'est comme, je vais dire un truc en anglais, et puis je vais mettre un mot en français, les gens vont dire, waouh! Mais c'est juste comme, c'est rien du tout, tu vois. Mais c'était vraiment comme, c'est comme devenu une force à un moment où j'ai vraiment comme, appris vraiment comment à switcher mon langage, à faire comme du code switch, dépendamment de où j'étais, dépendamment de mon environnement. Et j'ai vraiment comme, maintenant, à présent, je dirais que c'est vraiment plus comme une force. C'est comme les gens dans la communauté noire me respectent plus, justement maintenant, parce que je parle français. Et parce que je suis capable de m'exprimer en anglais. Et donc là, j'ai comme 2 langues, en plus de ma langue maternelle que je parle aussi, mais qui n'est pas autant populaire. Et je pense que je vais aussi raisonner avec Jessica sur le point où quand je vois une personne noire ou bien comme un porte-parole noir qui parle uniquement anglais, ça, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid aussi parce que la raison principale pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que je suis arrivé à un niveau où je me suis rendu compte que la langue, que ce soit la langue francophone et anglophone, c'est des langues coloniales qui nous ont vraiment appris comme à, honnêtement, des fois détester nos propres cultures. Donc, je me dirais que des fois encore, j'utilise ces langues, je suis dans cet espace où j'utilise ces langues comme des forces, mais je ne m'identifie pas forcément, je protège pas ces langues-là parce que je me dis, à la fin, c'est des langues qui ont été utilisées pour anéantir nos cultures, anéantir nos traditions, anéantir nos histoires en fait, parce que il y a plein de choses qu'on ne connaît pas parce qu'on a dû apprendre ces langues forcément dans nos pays où on a grandi. Donc, ça me fait pas ni chaud ni froid parce que justement, je me dis, j'aimerais si quelqu'un, parce que c'est pas nos langues, ça nous appartient pas et je pense que je suis arrivé à ce niveau, je me suis dit, je vais apprendre le plus de langues possible juste pour être versatile et pouvoir naviguer le système de la meilleure manière possible. Et je suis en train d'apprendre l'espagnol que j'ai appris justement quand j'étais au Cameroun. J'ai fait des cours d'espagnol, j'étais assez bon, mais bon, c'est parti. Mais vraiment, pour moi, mettons, les langues, c'est plus comme un outil pas forcément pour accéder, mais un outil vraiment pour, comment dire, quand on parle d'entrepreneuriat, un outil pour ouvrir plus de portes, pour vraiment comme ouvrir plus de portes. Et c'est cela plus ma relation avec la langue. Et maintenant, mais c'est toujours comme c'est une grosse partie de mon identité parce que j'ai grandi comme, je ne peux pas juste comme l'effacer, j'ai grandi comme francophone et justement quand on parle de langue, au Cameroun, il y a comme, on appelle ça, on a le franc-anglais et c'est comme un mélange du français, de l'anglais et du pidgin. Et honnêtement, si je parle du franc-anglais à des gens, ils ne vont même pas comprendre, c'est juste comme, c'est du français mélangé avec de l'anglais, mélangé avec des langues nationales, mélangé avec d'un autre type d'anglais et c'est vraiment comme, c'est souvent comme des langues, la manière dont c'est évolue, c'est vraiment merveilleux et c'est juste comme une partie de moi que je ne peux pas forcément juste couper. Mais c'est une partie où je suis arrivé à un niveau où, après avoir juste comme lu beaucoup de livres, appris beaucoup sur mes cultures, je suis comme, c'est des outils, mais ce n'est pas des outils qui me feront mal si par exemple un porte-parole noir parlait qu'en anglais. Je dirais encore, c'est ton choix. Je comprends, il y a plus d'opportunités avec la langue anglaise et c'est une langue forcément qui n'a pas forcément de connexion culturelle avec. Donc, c'est aussi ma position un peu sur ça. Merci. Puis à toi, Plaki. Yes. Donc, encore une fois, pour parler de mon expérience en tant que afro-québécoise, donc dans la ville de Québec, c'est sûr qu'ici, comme je disais, à Québec, c'est beaucoup des immigrants, des Africains. Donc, le langage maternel ou d'origine est tellement diversifié avec les différents créoles, le lingala, le swahili, le kirundi, le kinyarwanda et j'en passe. Fait que la langue française, c'est la langue de communication avec laquelle on peut tous se comprendre. Fait que c'est une langue qui me sert dans tout parce que comme je vis à Québec, c'est une langue d'enseignement. Le français, c'est important de pouvoir l'apprendre. Et comme moi, quand j'étais petite, quand je suis arrivée au Canada, je ne parlais pas nécessairement français. Donc, une fois que j'étais à l'aise à m'exprimer autant à l'oral qu'à l'écrit en français, c'est sûr que dans ma tête à moi, j'avais atteint un objectif nécessaire. Mais quand j'ai appris l'anglais,
puis que j'étais à l'aise de m'exprimer en anglais, autant à l'oral qu'à l'écrit, ça, c'est encore un plus gros goal pour moi parce qu'à ce moment-là, je me disais que, pas je me disais, mais je constatais en fait que je pouvais enfin connecter avec le reste du monde. C'est important parce qu'avec le français, tu restes quand même, tu te bloques énormément de portes. Puis en étant entrepreneur, en parlant anglais, je peux communiquer autant avec des fournisseurs de la Chine, du Bangladesh, que des fournisseurs en Afrique. Fait que l'anglais, pour moi, c'est beaucoup plus important que le français. C'est une langue qui va t'ouvrir des portes sur le monde, beaucoup plus que le français. Puis comme Yvan le disait, c'est pas une bataille pour moi de protéger que ce soit le français ou que ce soit l'anglais, mais c'est des langues pour lesquelles c'est des langues qui vont me servir. Donc, il faut les apprendre parce que c'est des langues qui vont te servir énormément. Français, anglais, espagnol, même allemand. C'est des langues que tu as besoin pour communiquer avec le monde. Puis si je me sens comme une minorité visible en tant que francophone noire, je pourrais dire que dans le contexte que je vis à Québec, non, parce que c'est la langue de communication. Et pour avoir été en Alberta, oui, je me sentais un peu la minorité, mais est-ce que ça me dérangeait? Aucunement, parce que je comprenais qu'à ce moment-là, j'étais dans un univers anglophone. C'était beaucoup plus à moi de m'adapter. Puis quand je vois des interprètes ou des porte-paroles qui offrent leur service qu'en anglais, ça ne me choque pas. Comme je dis, la ville de Québec étant une des seules villes principalement francophones à Québec, lorsqu'on voyage ailleurs, même à Montréal, je sais pas, j'ai l'impression que tu dois t'adapter à la langue de la majorité ou à la langue de communication de l'endroit. Donc, non, ça me fait moi aussi mi-chaud, mi-froid. Mais des fois, par exemple, j'adore quand quelqu'un parle anglais et c'est sous-titré en français ou même sous-titré en anglais pour que j'ai la chance de lire les mots qu'ils disent. Parce que des fois, avec l'anglais, si tu es super à l'aise, tu vas parler plus vite. C'est plus une question de débit et de se faire comprendre. Mais ça ne me dérange pas en français ou en anglais. Merci. Donc, on est à la fin du cercle. Il reste quand même quelques affaires qu'on a besoin de régler afin de vraiment terminer l'événement. Mais d'abord, c'est Caroline qui va prendre la parole pour partager ses observations pendant le cercle en mettant l'accent sur le côté émotionnel, le côté santé mentale, tout ça. Donc, Caroline, je vous donne la parole. Donc, merci tout le monde. C'est vraiment très, très riche comme échange. Vous avez parlé aussi, vous avez parlé de tout l'aspect d'être les francophones sont une minorité, puis d'être noir, c'est comme une minorité dans une minorité, toutes les dynamiques que ça amène. Le fait que le racisme au Canada semble être un peu plus subtil, moins explicite ou dans la face des gens. J'ai aimé aussi, en fait, l'aspect que quelqu'un a mentionné que c'est un peu quand il est arrivé au Canada qu'il a découvert qu'il était noir, parce qu'avant, c'est pas quelque chose auquel il pensait dans son pays d'origine. Les stéréotypes dans les médias, le fait qu'on est surtout les femmes noires, on n'est pas représentées d'une manière qui est très empowering, comme on dit, qui est très positive. Ça a des impacts sur la façon dont on se voit, dans la façon dont on se perçoit. Ça m'a amené aussi à réfléchir un peu à mes propres expériences. Ça n'a pas été mentionné, mais au niveau de dynamique de classe. Moi, personnellement, ma mère est monoparentale, puis j'ai trois sœurs et un frère plus jeune que moi. Et ma mère est au foyer. Puis toute ma vie, j'ai toujours senti que je devais me battre pour me faire respecter. Mais pas respecter comme me faire lancer des fleurs, là, le respect de base, tu sais. Chaque jour, c'est comme tu dois te battre pour avoir le minimum de respect. Puis, cette année, mais en fait, je fais un doctorat en ce moment. Puis depuis que je suis au doctorat, depuis l'année passée, je vois le changement dans la façon dont on me traite, dont on me parle et qu'on me regarde. Dès que dans la conversation, je dis que je fais un doctorat. Il y a comme un changement à cause du niveau d'éducation ou du statut de classe. Puis après, je compare avec ma mère qui se fait mépriser, honnêtement, dans beaucoup d'espaces où elle va. Puis je vois la différence quand tu as des diplômes, comment les personnes noires sont traitées un peu différemment. Ça, c'est un aspect qui n'a pas été mentionné, mais que je réfléchis beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que quand tu fais un doctorat, c'est là qu'on te respecte plus? C'est comme
ça particulier. Tout l'aspect à la langue aussi. Moi aussi, je suis parfaitement bilingue français-anglais. Je comprends parfaitement le créole parce que, en fait, mes parents parlaient créole entre eux, avec mes oncles et mes tantes devant moi. Mais avec moi, les enfants, puis en fratrie, mes parents étaient comme, il faut que tu apprennes le français, il faut que tu sois intégré, il faut que tu n'aies pas de problème dans la société. C'est pour ça que je ne parle pas le créole, même si je le comprends. Puis je suis en train d'essayer de l'apprendre en ce moment. Puis je pense que je serais capable de l'apprendre assez facilement vu que je le comprends. Mais il y a comme une petite barrière parce que si je parle créole, je le parle avec un accent québécois. Et donc ça peut susciter des jugements des gens de ma propre communauté. Donc ça amène ces dynamiques-là aussi, le jugement par rapport à l'accent sur les choses qui ont été mentionnées. Puis le fait aussi, la dernière chose que je voulais aborder, c'est au niveau du français, quand une personne noire parle seulement anglais d'un certain sujet, puis elle n'en parle pas en français, moi aussi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, mais je vois ça comme une opportunité. Parce qu'en étant francophone, je peux amener ces enjeux-là au Québec, à Montréal, à la communauté francophone, des enjeux qui sont peut-être beaucoup plus abordés dans le milieu anglophone ou états-unien ou peu importe, puis de l'amener d'une façon qui est adaptée au contexte francophone au Canada. Donc ça, je vois ça comme une opportunité aussi. Donc, je vois qu'il y a des questions. Les questions sont dans le chat. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Et c'est Gabrielle T qui avait une question, en fait. Je ne sais pas si on a le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions, mais je vais collecter les questions, puis on va envoyer une réponse écrite après l'événement. OK, parfait. Parfait. Donc, c'était vraiment une belle discussion, puis honnêtement, c'est à refaire. Là. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Caroline. Donc, vraiment, merci à vous toutes et tous, les oratrices, les orateurs. J'ai en effet une dernière question pour vous. Après, je dis ce mot, ça part pas. Mais honnêtement, je suis tellement content que vous avez partagé ouvertement vos expériences avec vous, vos sentiments. Je sais que c'est pas toujours facile, spécialement en tant que noir. C'est quand même drôle parce que tant que noirs, nous sommes supposés d'être comme plus forts. Puis même dans nos communautés, on parle pas de nos émotions, on parle pas ouvertement de ce genre de choses, on parle pas de discrimination, c'est juste comme l'éviter. C'est toujours comme, mais il faut être reconnaissant d'être ici. Oui, il y a le racisme, mais n'oublie pas que ce pays fonctionne, notre pays d'origine, il y a telle chose. Donc c'est vraiment rafraîchissant d'être dans un espace où on peut parler ouvertement, partager ouvertement. Moi, étant que franco-albertain avec des parents anglophones, je suis tellement chanceux parce que je suis très à l'aise en français, je suis très à l'aise en anglais, je suis très à l'aise en quelques autres langues aussi. Je parle chinois, je parle un peu de japonais, je parle de langues très aléatoires. Mais pour moi, en effet, je suis un peu différent de vous. Si j'entends quelqu'un qui dit qu'il ou elle parle au nom des Noirs au Canada, étant donné que 25% des Noirs au Canada sont issus des immigrations francophones. Ça, c'est 25%. Ça, c'est un quart des Noirs au Canada sont francophones et que l'immigration francophone dans la plupart des provinces sont presque moitié noirs. Là, en Alberta, c'est comme 60% des immigrants francophones sont noirs. En Colombie-Britannique, c'est comme 5%. En Ontario, c'est comme 40% des immigrants francophones sont noirs. Ça me fâche beaucoup quand quelqu'un dit qu'il parle au nom des Noirs au Canada sans offrir une communication égale en français. Parce qu'à ce moment-là, cette personne ne parle pas pour les Noirs francophones. Et ça, c'est pourquoi on a cette discussion aussi, parce que comme on a témoigné, le racisme au sein de communautés francophones se manifeste de manière différente que les communautés anglophones. Donc, par exemple, j'ai eu une discussion avec quelqu'un du gouvernement du Canada. Ils ont parlé du fait qu'ils essaient de mettre en place les chiffres pour augmenter la visibilité des minorités visibles au sein de quelques compagnies. Une offre de financement pour des compagnies qui ont tel nombre ou tel pourcentage de peuples de couleur. Et à la base, ils font ça avec ils essaient de faire quelque chose de bon, même si c'est un peu mal fait, mais ils essaient de faire quelque chose de bon. Mais là, je posais la question, je suis comme, OK, est-ce que la plupart de ces compagnies ou ces entreprises qui profitent de vos subventions pour augmenter la diversité au sein de la compagnie, est-ce que ça c'est bien partagé à travers le Canada ou est-ce qu'on voit ça plus
chez les compagnies anglophones, mais pas chez les compagnies francophones. Et là, elles ne savaient pas comment me répondre parce qu'ils n'ont jamais pensé de regarder ça. Et comme on a discuté, parce que la communauté anglophone, ils sont habitués de voir les discussions qui se passent autour de racisme aux États-Unis. Ils sont habitués d'entendre ce genre de mots, d'avoir ce genre de lexicon, d'avoir ce genre de langage. On n'a même pas une bonne traduction pour allécher en français parce qu'on n'a pas de cette discussion en français. Et donc, le moment quand je vois un porte-parole canadien qui est comme, ouais, je parle pour les Noirs, mais aussi je parle uniquement en anglais, je suis comme, non, tu ne parles pas pour les Noirs. Tu parles pour les Noirs anglophones, mais tu ne parles pas pour les Noirs. Donc, ça c'est mon côté de choses. Mais vraiment, oui, je suis tellement content. Donc, pour la dernière question, et ça c'est, je veux que la dernière question soit quelque chose que tout le monde peut en profiter, même si ils ne sont pas ici live. Mais pour la dernière question, j'aimerais vous demander, dans une seule phrase, vous avez une phrase maximum comme un bio de Twitter. Quelle est l'action concrète que le témoin du cercle en direct ou celles et ceux qui regardent la version enregistrée peuvent prendre pour soutenir la francophonie noire au Canada? Parfait. Yvan, c'est à toi. Moi, je veux dire acheter des produits directement des entrepreneurs de business et des petites entreprises de francophones noirs, parce qu'il y a des noirs et il y a puis des francophones noirs. Et aussi vraiment comme il faut commencer à checker les gens dans votre cercle, votre famille, vos parents. S'ils disent des propos racistes, il faut les couper, il faut les checker, vos amis. Ça, c'est des actions concrètes qui peuvent vraiment aider comme à changer la dynamique dans tout cela. Parfait. Plaki? Moi, je dirais, intéressez-vous à la littérature de nos grands savants noirs. D'ailleurs, petit clin d'œil à Kamau qui a sorti son recueil de poésie, Les Sages du temps. Donc, c'est important de lire et de partager notre culture et notre art noir, donc en français aussi. Formidable. Puis Jessica, c'est à toi. Oui, mais pour faire un petit clin d'œil justement au poète dont j'oublie le nom, désolé, qui a dit un poème tantôt. Envoyez-nous donc le lien. C'est ça. Moi, ça m'intéresse. Alors, si tu m'envoies ton lien quelque part où je peux acheter ton livre, tu seras magnifique. Ensuite... Moi aussi. Ensuite, oui, je pense que le référencement est très important. Donc là, on se parle, on ne se connaissait pas, maintenant on se connaît. On se connaît virtuellement. Alors là, le scénario idéal, c'est de commencer à parler de nous aux gens qui existent dans nos cercles et immédiats, mais aussi, comme nous sommes tous des immigrants, première, deuxième, troisième génération, peu importe, on a de la famille ailleurs. Donc, informer la famille de ce qu'on découvre aussi ici et continuer à faire le référencement. Voilà. Merci. Puis Caroline, c'est à toi. Il y a une application qui est sortie cet été qui s'appelle Unir et Prospérer, Unite and Prosper. Ça a été lancé par des gens à Montréal, puis c'est canadien, français, anglais. Puis dans le fond, c'est comme un répertoire d'entreprises détenues par des personnes noires, des entrepreneurs noirs. Puis il y a de tout là-dedans. Fait que si tu veux un photographe, tu vas là-dedans, puis tu trouves un photographe de la communauté noire pour l'encourager parce que tu aimes ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est une application qui, je ne sais pas si ça existait dans d'autres contextes avant, mais je trouve ça ingénieux parce que souvent, comme tu disais, Jessica, on ne se connaissait pas avant, puis là, maintenant, on se connaît. C'est un peu le même principe de partager nos ressources entre nous aussi pour se rendre plus fort. Donc, c'est une belle initiative. Puis je pense que ça peut être un bon point de départ. Ça s'appelle Unir et Prospérer, Unite and Prosper. Sur cela, ça c'est vraiment un point intéressant parce que avec la connexion, justement, on est en train de développer la même chose pareil pour Edmonton. On est en train de construire une application mobile qui va justement comme aider les gens à repérer les restaurants, les entrepreneurs, les organisations éducatives qui sont africains, noirs, caribéens, latinos. Donc c'est vraiment bon pour en commencer. Et puis c'est vraiment important parce que on est dans l'âge digital, on est comme dans l'âge où il y a comme du AI, tout va être comme sur les téléphones bientôt. Et c'est comme si on n'a pas comme des répertoires pour s'aider, juste un exemple, c'est juste moi. Des fois, je suis dehors, je suis comme, je veux aller manger dans une place qui est comme
qui appartient à une personne de descendance noire, mais je ne sais même pas où aller. Donc, c'est comme ça, des outils comme ça vont vraiment, je pense, vous aider à nous supporter plus et le faire intentionnellement et encore à réinjecter l'argent et comme à faire fonctionner nos économies dans nos familles, nos petits business et tout et tout. Merci, merci. Ouais, donc j'ai rien ajouté à tout ça. Ça, c'est vraiment comme des bons points à retenir pour Ally Chef. Donc, si vous êtes en train d'écouter, voici ce que les francophones noirs pour que vous fassiez dans vos vies, pour que vous lisiez, augmentiez, rafraîchiez. Donc, vraiment, c'est ça. Puis, Kamos, est-ce que tu es encore ici? Parce que je sais qu'apparemment, ton batterie va mourir. Oui. Parfait. Je te donne la parole pour nous faire un poème de clôture. D'accord. Voilà, celui-là. En fait, merci pour vos partages d'expériences. Merci pour vos témoignages si intéressants et si riches en émotions. Et merci aussi pour votre intérêt pour les sillages du temps. Je prendrai le soin d'envoyer le lien à Chuck. Donc, on va rester en contact en réseau. Et bien sûr, il nous faut beaucoup plus de solidarité dans les échanges culturels, dans les échanges commerciaux. Donc, ça va nous aider à prospérer. Alors, mon dernier poème. Ma poésie parle une langue d'héritage colonial. Legs d'accouplement forcé des océans croisés, violés par l'histoire. Voix des enfants assoiffés d'existence, de sens qui tournent, de vie qui se raconte, de voyages inaboutis, d'espoir qui rêve. Merci. Merci beaucoup. J'adore la poésie. Je suis tellement content qu'on ait trouvé un bon poème pour cet événement. Donc, à tout le monde, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme je vous ai promis, je vais collecter toutes les questions. Si vous avez des questions après l'événement, envoyez-les-moi par courriel. Mon courriel est sur l'Eventbrite. Puis, on sera heureux de vous répondre. Donc, merci tout le monde et bonne soirée. Bye tout le monde. Au revoir tout le monde, enchanté. Bye.